bonjour à tous et merci pour votre invitation. Moi, je voulais rapidement rebondir sur le titre de l'atelier, donc le Thatcher français. Alors, c'est vrai que vous avez déjà souligné quelques éléments importants. Voilà, il faut éviter de faire des anachronismes trop forts, mais néanmoins, ce qu'on peut dire, et finalement ça justifie plutôt ce raccourci, c'est que Emmanuel Macron et sa politique s'inscrit dans une histoire du néolibéralisme. Et il faut bien comprendre d'abord ce qu'est le néolibéralisme, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais il faut comprendre que le néolibéralisme, c'est pas le libéralisme manchestérien, c'est pas l'ultralibéralisme comme on dit souvent, c'est un libéralisme qui met l'État en fait et les règles édictées par l'État au service de la circulation du capital et des entreprises, donc enfin du marché, c'est-à-dire que c'est un libéralisme qui place les forces politiques et les forces sociales au service du marché. Et quand on regarde, on a ça en tête, on comprend beaucoup mieux en fait les différentes mesures qui ont été prises depuis mai 2017 par l'actuel gouvernement. On le voit, et ensuite je donnerai quelques éléments de comparaison avec ce qui s'est passé au Royaume-Uni, mais on voit plusieurs lignes assez fortes de cette politique. La première, c'est évidemment une libéralisation, c'est-à-dire qu'on va casser toutes les formes de régulation de la circulation du capital pour la limiter uniquement à des règles qui souvent sont des règles qui sont édictées à des niveaux supranationaux, que ce soit par l'OMC ou dans le cadre européen par l'Union européenne. Et ça, on le voit bien, notamment sur le marché du travail. Je reviendrai sur un autre élément du marché du travail. On voit que les réformes du marché du travail qui ont été commencées, il ne faut pas l'oublier, sous le quinquennat précédent qui a initié ces réformes, ont pour ambition de fluidifier le marché du travail, c'est-à-dire de rendre l'offre de travail et la demande de travail en théorie évidemment, plus compatible. C'est-à-dire de faire en fait du travail, qui est en fait tout sauf un marché, qui a un rapport social, de faire de ce rapport social uniquement un pur marché. L'autre élément évidemment, c'est le retrait de l'État de toute l'action directe dans l'économie. Et ça, on voit le caractère extrêmement idéologisé de cette vision-là dans les éléments de la loi Pacte qui vient d'être votée ou qui va l'être très, très bientôt à l'Assemblée nationale concernant les privatisations, puisqu'on est quand même face à quelque chose qui relève de l'absurdité la plus totale en termes économiques, puisqu'on va vendre des participations de l'État qui rapportaient un rendement supérieur à ce que l'on va attendre en fait du produit de la vente, puisque cette vente va être destinée à un fonds qui devra ensuite être placé sur les marchés pour rapporter entre 2 et 3% par an. Or, actuellement, le rendement des participations de l'État dans la Française des Jeux, Engie et Aéroports de Paris est supérieur à ce rendement visé. Donc, en fait, on va perdre non seulement le contrôle de ces entreprises-là, on va perdre le rendement lié à l'activité économique de ces entreprises, mais en plus, on va réutiliser cet argent-là pour le réinvestir sur les marchés en espérant un rendement inférieur à celui qu'il est aujourd'hui. Donc c'est totalement absurde, mais c'est simplement en réalité pour justifier un retrait de l'État qui se dessine dans d'autres secteurs. Hein. Évidemment, le secteur du transport est quelque chose d'assez évident. Troisième élément, c'est celui évidemment du retrait de la réduction du caractère redistributif de l'impôt. Évidemment, je ne vais pas revenir, on peut y revenir si vous le souhaitez, mais sur les grandes mesures fiscales qui ont été prises, non seulement lors du budget 2018, mais qui vont être prises aussi dans le cadre du budget 2019, avec un transfert massif de richesse de l'État vers les entreprises et les classes les plus aisées de la société. C'est même pas les riches en fait, c'est vraiment les ultra riches pour le coup, vraiment une poignée de personnes, avec cette idée que évidemment ces gens-là vont investir
dans l'économie réelle, et évidemment, en réalité, depuis Margaret Thatcher et Ronald Reagan, on sait que ce n'est pas le cas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Royaume-Uni comme aux États-Unis, il y a un retour de balancier idéologique pour dire que évidemment cette politique-là échoue. À chaque fois, évidemment, je serais ouvert dans la discussion à développer un peu. Je ne veux pas monopoliser la parole, c'est pour ça que je suis assez rapide. Mais donc on a ce problème fiscal de réduction de la redistribution, du caractère redistributif de l'impôt. Évidemment, on a la réduction de l'État-providence français, et notamment de tout ce qui est transferts sociaux, qui sont de plus en plus limités à des transferts centrés sur la très grande pauvreté. C'est l'idée, en fait, du plan pauvreté qui a été présenté par le gouvernement, de limiter les accès, enfin les actions à la lutte contre la très grande pauvreté. En grande partie, cette lutte contre la très grande pauvreté, elle est payée non pas par la solidarité nationale en tant que telle, et notamment la solidarité des gens les plus aisés, mais elle est payée en réalité par des économies qui sont faites sur les classes populaires et les classes moyennes inférieures, notamment via le quasi-gel des prestations sociales et des pensions pour 2019 et 2020. Ça représente à chaque fois, chaque année, ça dépendra évidemment du niveau de l'inflation, mais si on prend les anticipations d'inflation du budget, ça va représenter à peu près 3 milliards d'euros chaque année, donc 6 milliards d'euros, et le plan pauvreté en tout, c'est 8 milliards d'euros. Donc, vous voyez, on fait payer en fait aux gens qui sont pauvres, mais pas dans une très grande pauvreté, le rattrapage des très pauvres qui se retrouveront pauvres, mais pas très pauvres. Voilà. Donc, c'est les moins pauvres payent pour les très pauvres. Et le but de ça, c'est toujours le même, c'est-à-dire que les très pauvres qui sont effectivement exclus du marché du travail pour tout un tas de raisons, évidemment, on leur donne des prestations pour qu'ils puissent devenir des acteurs du marché du travail libéralisé et flexibilisé. Voilà. Donc on est aussi dans une logique néolibérale, et il faut se souvenir que Friedrich Hayek, un des penseurs du néolibéralisme, était un défenseur de cette idée du transfert social vers les plus pauvres, justement pour permettre au marché de fonctionner mieux, et donc de pouvoir faire en sorte que chaque citoyen soit bien, non pas un citoyen justement, mais un acteur du marché du travail, et uniquement un acteur du marché du travail. Et je viens donc à mon point suivant, qui est le développement de la marchandisation de la société. Évidemment, ça se voit sur plusieurs mesures. Il y a beaucoup de choses dans la loi Pacte de ce point de vue-là. On va parler du comité Action publique 2022 qui, en fait, cale le fonctionnement de l'administration et des services publics sur l'entreprise privée, et avec des méthodes d'évaluation qui sont des méthodes d'évaluation du privé, qui souvent d'ailleurs sont aujourd'hui remises en cause dans le secteur privé, mais qui sont appliquées aujourd'hui au secteur public, ou qui vont l'être appliquées. Mais un des éléments qui me semble important de cette marchandisation, c'est notamment la loi Elan sur le logement, avec la destruction annoncée en fait d'un des secteurs qui fonctionnait le mieux en France, qui était le secteur du logement social. Alors, peut toujours fonctionner mieux, je ne dis pas que tout est parfait dans le secteur du logement social, mais quand on comparait la France avec d'autres pays, on voyait que, en tout cas, le logement social était un élément important. C'est un élément qui a permis de lutter contre le creusement des inégalités et la pauvreté dans le pays. Et en fait, la loi Elan met une pression sur les acteurs du logement social pour que, en fait, à terme, ces acteurs ouvrent leur capital à des capitaux privés et soient dans une compétition, non seulement entre eux, parce qu'il va y avoir des regroupements en fait, de petits acteurs avec des gros pour pouvoir faire des grands blocs qui vont se faire concurrence, non seulement entre eux, mais également sur les marchés internationaux, puisque en fait, à terme, l'État se retirant du financement de ces acteurs et retirant les sources de financement du logement social, eh bien, les acteurs du logement social vont devoir aller sur les marchés pour lever des capitaux. Et évidemment, on va assister à une forme de marchandisation de ce logement social qui va remettre en cause son bon fonctionnement.
Et puis pour finir, le dernier point, c'est évidemment la passion du gouvernement, cette espèce d'amour très, très fort du gouvernement pour le secteur financier, et je dirais pour le secteur financier de la pire espèce, qui est quand même le secteur financier de la City. C'est en partie qui nous a amené à la crise de 2008, enfin de 2007-2008, et qu'aujourd'hui le gouvernement souhaite attirer à Paris, faire de Paris un des hubs financiers européens pour remplacer, ou en tout cas pour être complémentaire de la City dans le cadre du Brexit. Ça, que ce soit Bruno Le Maire ou Édouard Philippe, il y a vraiment une volonté d'attirer ces géants de la finance sur Paris. Et on sait très bien on a l'exemple britannique, tout simplement. On sait ce que donne un secteur. La France a déjà un secteur financier extrêmement fort. Et on sait très bien que lorsque... j'arrête bientôt. On sait très bien que lorsque le secteur financier devient extrêmement fort dans un pays, non seulement ça assèche en fait l'économie réelle, notamment en termes de compétences et de financement, mais en plus ça crée des fractures territoriales extrêmement fortes. Et une des fractures, enfin le Brexit est la conséquence de cette financiarisation du Royaume-Uni et des fractures territoriales que ça a poussées. Donc voilà, je voulais simplement faire un petit point pour montrer effectivement que la politique actuelle peut être qualifiée de authentiquement et pratiquement purement néolibérale, et que évidemment ça peut paraître un peu étrange, puisque aujourd'hui dans le cycle de réflexion et idéologique qu'il y a autour de l'économie, cette école néolibérale, le laïékisme, est quand même très fortement contestée et plutôt en recul. Et donc il y a un aspect un peu étonnant où on a le sentiment de revivre le début des années 80 à la fin des années 2010 dans un pays qui jusqu'ici avait plus ou moins bien, mais avait été un des éléments de résistance à cette pensée-là. Donc voilà, je veux simplement vous donner ces éléments de réflexion, et je suis évidemment ravi de pouvoir en discuter avec vous ensuite.